Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans le café des experts économiques avec grand plaisir avec nos amis, et surtout nos amis professeur Mourad Goumiri, bonjour. Bon retour, Farhad Aïtali, bonjour. Alors, je vais arrêter le générique pour pouvoir enchaîner et entamer cette nouvelle saison avec une actualité qui va peut-être être plus dominée par la politique. Bon, il y a les élections présidentielles en avril prochain, mais dans laquelle, d'une façon ou d'une autre, les enjeux économiques vont être déterminants. Une des manières d'intervenir dans l'économie pour cet enjeu-là, c'est de savoir comment le gouvernement va arbitrer la loi de finances de 2019 dans le contexte du contre-choc pétrolier. On n'a toujours pas rétabli les équilibres. La loi de finances, l'équilibre de la balance des paiements n'est toujours pas restauré, l'équilibre de la balance commerciale non plus, a fortiori. Et donc, il va falloir encore gérer du déficit. Est-ce que le gouvernement va poursuivre la politique qu'il a plus ou moins engagée les dernières années de remonter des taxes et de réduction de certaines dépenses, enfin, ça avait cessé dans la loi de finances de 2018, ou est-ce que pour 2019, messieurs, vous considérez que, ou vous vous attendez à ce que ces arbitrages soient reportés et qu'il n'y ait pas de nouvelles taxes, qu'il n'y ait pas une tentative d'augmenter les revenus de l'État, notamment les revenus fiscaux de l'État, afin de réduire le déficit qui est en train de se creuser d'année en année. Qui veut reprendre le premier Mourad ? Non, c'est une loi de finances spéciale élection électorale présidentielle. Donc, dans ce cadre-là, c'est l'importance de l'événement politique qui prime sur une rationalité économique qu'on aurait pu imprimer dans le cadre de la loi de finances 2019. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on ne va pas rechercher de l'assainissement en réduisant, par exemple, les dépenses. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un impact sur la population. Imaginez qu'on augmente les prix d'un certain nombre de produits de première nécessité. Je parle du pain, je parle de l'eau, de l'électricité, Comment on pourrait l'essence. En réduisant la subvention ? Tout simplement, en allant vers ce qu'on appelait à l'époque la vérité des prix. Rappelez-vous, pendant un moment, c'était le slogan. Donc, si vous enlevez ces éléments-là, parce que, vous savez, le budget de l'État est clair. D'un côté, vous avez les dépenses, d'un autre côté, vous avez les recettes. Les recettes sont clairement définies. Vous avez ce qu'on appelle la fiscalité ordinaire et la fiscalité pétrolière. On ne parle pas de la fiscalité pétrolière parce qu'elle ne dépend pas de nous. Les décisions sont prises ailleurs. Quand le président Trump dit « je veux un baril à 70 ou à 80 dollars », il n'y a plus ni offre, ni demande, ni ceci, ni cela. Il y a une surdétermination, comme disent les marxistes, politique sur les forces économiques. Aujourd'hui, le baril de pétrole a atteint ces niveaux-là pour des raisons géopolitiques. Il reste donc les revenus internes. Il reste la fiscalité interne. La fiscalité interne est divisée en trois, ce qu'on appelle les impôts directs, c'est-à-dire sur les entreprises, et sur la consommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle... dans quel compartiment vous allez trouver de l'argent ? Moi, je voudrais bien qu'on me dise... qu'on ne voit pas, on va faire entrer. Où sont-elles, ces ressources ? Ce qui est grave dans cette histoire-là, c'est que le gros de ce qu'on appelle la fiscalité ordinaire sur les affaires, les taxes sur les affaires ou réellement sur la consommation, en l'occurrence la TVA et les droits de douane aussi. Quand on prend grosso modo cette forme de fiscalité, pratiquement 80% est prélevé au port sur les importations. Ce qui veut dire qu'à moins de changer les taux de taxation, il faudrait importer plus. Seulement importer plus, on fait plus de trous dans les réserves de change. Vous n'avez pas les moyens. Et moins il y a de réserves de change, moins on a de capacité à soutenir le dinar. Donc il y a un autre moyen aussi, c'est celui de faire une dévaluation qui permette de gonfler la fameuse fiscalité pétrolière artificiellement, et de gonfler aussi les assiettes portuaires pour ce qui est des produits importés. Donc en mettant dans les mêmes taux, avec un nouveau dinar dévalué, bien sûr, on escompte pouvoir gratouiller un peu plus de fiscalité. Mais là, ça a un effet aussi secondaire inverse. Il y a moins de ventes.
la population. Parce que c'est comme un circuit hydraulique. Vous n'avez pas plus de pression ici qu'ici. La population n'a plus les moyens d'acheter. Farhat, il y a moins de ventes et il y a les pénuries indispensables, comme les médicaments. Vous savez combien aujourd'hui de médicaments? On est en train déjà, messieurs, de nous engager dans la discussion dans un scénario, c'est celui où le gouvernement ne change pas les taux. Donc vous avez pris le parti de pronostiquer que le gouvernement ne va pas changer les taux. Le gouvernement n'a pas du tout intérêt à toucher au taux de fiscalité interne. Il ne va pas inventer de nouvelles fiscalités. La dernière fois qu'il a essayé une taxation folklorique et cocasse, et je dirais même scandaleuse, sur les documents administratifs, où il a même invoqué le coût de revient avec une valeur ajoutée, une marge nette. Il a été obligé de faire demi-tour, alors que de toute façon, ça n'aurait pas rapporté plus de 40 milliards de dinars à tout casser. Et pour la première fois, parce que les autres années, les gens qui ont des documents, ils ne les changent pas toutes les années. Donc, le gouvernement ne pourra pas créer de nouveaux impôts, ne pourra pas changer les taux. Il pourra jouer. Il a quand même fait les dernières années. Il l'a fait pour le carburant. Non, pour ce qui est de... Non, c'est pas la taxation qui a changé pour le carburant. C'est pratiquement une réduction de ces aides au carburant qui s'est faite. Diminution de la subvention. Voilà, sinon, pour le carburant, de toute façon, il sera obligé... Le mécanisme est un peu le même. Il se fait en sens inverse, mais c'est le même. Le prix à la vente augmente et les revenus d'État augmentent aussi. De toute façon, le gouvernement sera obligé de le faire parce qu'il s'est fabriqué pendant des années, des décennies, même des produits artificiels qui n'existent nulle part. Il a réussi à créer en dinars une fiscalité qui est réellement une redevance qu'il prélevait sur une ressource non renouvelable. À un moment donné, on avait pratiquement 60% des revenus de l'État qui venaient de la fiscalité pétrolière. Ce n'était pas grâce à l'État, c'était que le pétrole rapportait plus que la fiscalité ordinaire. Les 60% en question, si l'État ne les avait pas prélevés sous forme de fiscalité, supposons d'être 30 barques, il avait engagé 30 dans des investissements réellement structurants et dans des investissements productifs, industriels. Il aurait pu créer la dynamique qui créerait aujourd'hui une fiscalité ordinaire. On a les 60% de fiscalité pétrolière qui nous dispense d'être à la merci des redevables internes. Donc pendant ce temps, on prélève ce qu'on peut prélever, ce qu'on ne peut pas prélever, ils sont arrivés quand même à avoir un budget de 90 milliards de dollars. Mais un gouvernement qui dépense 90 milliards de dollars, avec l'addition des deux, pour que nos amis auditeurs ne se trompent pas, l'addition des deux fiscalités. Les deux fiscalités, non. Mais les fameux 90 milliards de dollars, à l'époque, c'était le taux de 72 dinars le dollar. Là, on a pratiquement des chiffres effarants. Dès que les dépenses de 7 000 milliards de dinars à 72, les 90 milliards, pratiquement, à cette époque-là, il y avait 60% en fonctionnement. Fonctionnement, c'est quoi? Des salaires, des subventions, ce qu'ils appellent les transferts sociaux, qui réellement sont transférés des fois dans certaines poches. L'aide au logement promotionnel, social, de KSP ou que pour que certains aussi se servent au passage. Mais le budget d'équipement, c'était quoi? La résorption des déficits chroniques du secteur public, c'est une calamité. 3-4 milliards de dollars. Les entreprises. Les bonifications de taux d'intérêt sur des crédits douteux. On va en parler dans le règlement, le règlement des intérêts sur l'endettement du Trésor vis-à-vis des banques primaires, parce qu'ils n'en ont jamais parlé, mais ils ont toujours orienté une partie du déficit vers la place financière. Donc, il y avait à peu près entre 40 et 43 milliards de dinars. Tout ça n'a pas servi à créer... Alors, à ce stade de la discussion, j'aimerais quand même vous interpeller, messieurs. Vous êtes des citoyens algériens. Est-ce que le fait de reporter des efforts de rationalisation des dépenses publiques, de réduction du déficit, de les reporter, est-ce que c'est vraiment décisif pour le vote en avril prochain? C'est une question qui a un chemin entre la politique et l'économie. Pourquoi prendre du retard? Est-ce que les Algériens vont changer d'attitude par rapport à un 5e mandat de Bouteflika en fonction d'une taxe supplémentaire dans tel ou tel produit, etc. Est-ce que c'est décisif ou est-ce que de toute façon les dés sont jetés? Tu poses un problème politique qui dépasse le cadre de cette émission. Est-ce que depuis qu'il y a des élections en Algérie, le vote populaire a compté? Non. Tout le monde sait très bien. Je change ma question. C'est vrai que c'est une question politique. À quoi ça sert? Si on a l'intention de maintenir Bouteflika au pouvoir, on sait qu'à un moment donné, il va falloir resserrer la vis, on est d'accord, parce que les déficits, ils sont toujours là, et on va encore en faire en 2019, en 2020, on va épuiser nos réserves de change. Tout à l'heure, on offre... Farhat Ali disait que la planche à billets allait fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre.
Mais là aussi, il y a des limites en dehors de l'encre. Donc, si ce sont des échéances qu'on reporte pour soi-même, si on les reporte pour le régime de Bouteflika, à quoi ça sert de reporter? Ça va être plus compliqué. On peut les faire maintenant, ces augmentations. Quel que soit le régime de Bouteflika ou d'un autre, parce que le système, de toute façon, depuis 1962, pour ce qui est de la désignation de sa façade politique civile, il ne s'est jamais trop embarrassé de ce qu'on pourrait appeler une volonté populaire. Ceci dit, la volonté populaire en elle-même ne pourra jamais, dans l'état actuel des choses, après la déstructuration de toute la pensée politique algérienne, se catalyser autour d'un personnage hors système ou d'un programme hors système qui soit consensuel. Nous avons des gestionnaires, des gérants, par coup de force, qui sont incrustés depuis l'indépendance, mais de l'autre côté, nous avons des postulants à la gérance qui n'ont pas plus de légitimité que les présents. Mais est-ce que quelqu'un qui, en 2018, pour la LFC, a fait des provocations fiscales gratuite qui n'était même pas rentable, peut être cohérent dans sa logique en disant qu'à 8 mois de différence pour 2019, il va ouvrir les vannes pour éviter éventuellement, non pas de ne pas être élu, parce qu'il n'est pas question d'élection. Éviter un taux de désaffection spectaculaire. Non, ils s'en fichent. Les gens ne vont pas aller voter. Non, la désaffection, ce n'est pas leur problème. Ce qui les dérangerait éventuellement... Ce qui dérangerait certains cercles de décision, c'est qu'avant cette fameuse échéance, un incident quelconque puisse entraîner qui m'a 88 voilà, qui va changer. Une étincelle. Et à l'intérieur du système aussi. Et ça, le pouvoir en est conscient. C'est arrivé en 2011. Hein. Il y a eu ces orientations sur la fiscalité des grossistes qui avaient provoqué un début d'émeute. J'ai entendu les revendications de Ouargla il y a quelques jours. Bon. Qu'est-ce que disaient les Ouarglis? Ils disaient: nous voulons avoir notre part de fiscalité pétrolière. Non, notre part de pétrole, ce qui est encore pire. Pas de fiscalité, recette brute. Ça signifie quoi? C'est très grave. Si chacune des... Bon, pas dire wilaya, mais si chacune des régions disait la même chose, où on va aller? On va aller à une implosion du système. Donc, il faut maintenir une cohérence, une façade, à travers la loi de finances en disant nous allons répartir cette fameuse fiscalité pétrolière que tout le monde rêve à dire, on va la répartir par bloc, on va donner, etc., etc. Et voilà comment... Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas suffisamment d'argent, parce que là aussi, il faut qu'on rentre dans les détails des chiffres, eh bien, pour l'instant, nous avons découvert qu'il y avait une imprimerie au Ruisseau, et cette imprimerie pouvait être un palliatif à la création de richesses. Voilà, l'imprimerie de la Banque d'Algérie. La loi de Folham est en train de revenir au galop en Algérie. Voilà. Alors, on passe ce cap d'avril 2019. Après, on verra. Mais personne aujourd'hui n'est capable de vous dire on verra quoi. Surtout pas d'autres étincelles. En fait, c'est ça le mot d'ordre. Surtout pas d'occasion de laisser passer une étincelle. Est-ce qu'on peut imaginer que les partenaires de l'Algérie, qui peuvent s'exprimer à travers les grands ensembles, l'Union européenne ou les organismes multilatéraux, le FMI en particulier, peuvent interpeller l'Algérie pour dire que reporter encore des réformes budgétaires nécessaires. Attendez, on était il y a 2 ans et demi avec la task force sur une trajectoire budgétaire qui devait nous ramener à moins de 5% de déficit en 2019. La fameuse trajectoire. Ça ressemblait à celle d'un mortier en perte de vitesse. Elle reposait beaucoup plus sur des chiffres fantaisistes. Vraiment fantaisistes. Notamment le redressement de la fiscalité ordinaire qui était excessivement optimiste dans cette trajectoire. C'était fumeux comme projet. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que... Besoin électoral en Algérie, partenaires étrangers, interpeller le gouvernement algérien pour dire attention, là, ça on ouvre la porte à... Je profite de la venue de Mme Merkel en Algérie. C'est pas rancunier, Morad. Hein. Parce on peut dire qu'elle t'a bloqué dans un bouchon pendant 2 heures hier. Je trouve que tu es élégant. Non, mais on ne m'a pas... C'est notre vision des cortèges officiels. On ne m'a jamais dit... C'est Farhat.
il n'y a aucun document officiel qui dit la présidence de la République a été déplacée de El Moradia à Zeralda. S'il y avait un document qui m'aurait dit ça, j'aurais pris je savais que... Bon. Donc, comme je ne le savais pas, je suis retrouvé. Mais la part de l'étranger ou la position de... Madame Merkel, elle a eu plein pot. Elle est venue avec des revendications et elle est partie avec toute satisfaction. Avec la banane, avec le grand sourire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une banane, mais moi je souhaiterais qu'on me dise de la relation algéro-allemande, l'aspect militaire parce qu'il est important, qu'est-ce que ça rapportait à l'Algérie? Est-ce que Desertec a été invoqué? Vous vous rappelez de Desertec? Vous vous rappelez que ce sont les Allemands qui étaient les plus enthousiastes? Alors la réponse, la réponse c'est que pour les étrangers, la politique, ils ne sont pas inquiets de cette politique que suit le gouvernement. On parle pas de politique économique, on ne parle pas du reste. Ils ne sont pas inquiets, ils vont continuer de traiter avec l'Algérie, ça reste un pays sûr, un bon payeur. Elle va nous renvoyer tous les immigrants illégaux. Ils s'en fichent au qu'on soit un pays sûr. Ils ont les moyens de se faire payer. Et de toute façon, ils ne sont pas créanciers de l'Algérie, donc ils sont pratiquement partenaires économiques. Ils n'ont pas d'investissement lourd comme on pourrait le prétendre qu'ils pourraient être gérés. J'en profite d'ailleurs en parlant de Mme Merkel, qui n'a pas du tout tiqué sur la présence du plus gros producteur mondial de véhicules, qui est Volkswagen, en Algérie, dans sa formule la plus bizarroïde et la plus fumeuse sur toute la planète. Ça n'a pas du tout gêné. Bon, il y a trop le canal juridiquement. J'obéis, ma société obéit aux lois du pays d'accueil. Nous n'avons pas fait cet encadrement juridique. Il est fumé, il vaut ce qu'il vaut. Vous avez dit, il y a un plan de charge, il y a un cahier de charge, vous avez dit qu'on devait opérer comme ça, on est venu. Ça s'arrête là. Mais moralement, elle sait au fond d'elle-même qu'il n'y a pas plus d'investissement que de Boron-Broche, que c'est une véritable fumisterie. Ça et d'autres investissements. Donc les étrangers, quand ils rentrent dans un pays où ils trouvent mal les Hemlin, oui, ils sont beaucoup plus branchés à la combinaison qu'à la projection de l'avenir de leurs enfants. Je ne vois pas comment je peux moralement, moi, demander à des étrangers qui n'ont strictement aucun devoir envers moi ce que je n'oserais pas demander à mes propres frères qui font exactement l'inverse de leur devoir. Très bien. Alors, on a très bien compris. On va peut-être évoquer encore un cas de figure. Parce que, bon, moi, je ne pense pas partir ailleurs qu'en Algérie en 2019, en 2020, en 2021. Donc, je suis soucieux pour l'avenir de mes enfants. Si, d'expérience, on sait que le déficit n'est pas traité, l'ajustement d'une façon ou d'une autre n'est pas engagé, les réformes, libérer la production et élargir l'assiette fiscale pour rendre possible les revenus de l'État, etc., n'est pas engagé. Il faut réduire de moitié le budget de l'État, d'une manière ou d'une autre, il est intenable ce budget. Et ce n'est pas des arbitrages. Ce budget est fumeux. Nous avons adopté le budget d'un pays qui avait 70 milliards de dollars de recettes globales d'export. Et on est resté sur ça alors qu'on est descendu à 35. Voilà, maintenant nous sommes à la moitié. Et le gros de ces budgets-là, c'est quand même curieux qu'avant justement le passage à 120 dollars le baril, on s'en sortait avec du budget de 30 milliards. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec des budgets de 80 milliards, on s'en sort pas? Pourquoi? Parce qu'il faut voir les niches. Qu'on nous explique ce budget, la seule loi de finances dans toute la région, dans laquelle les projets ne sont pas détaillés, dans laquelle le budget militaire, tu sais pas, avec 12 milliards de dollars, c'est un chèque à blanc, avec d'autres secteurs qui. Donc, avec un budget pareil, demain, il y a les réserves de change. Le dinar ne vaudra rien. Nous avons l'équivalent de 500 milliards de dollars. Il a bon fausse monnaie. Mais personne dans ce pays n'aura les moyens de convertir ces faux billets en vraie monnaie. C'est ça. Diviser par deux, attendez, c'est une recommandation, une phrase très forte. Diviser par deux le budget de l'État? Mais ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation dans 3 ans. Ils vont le diviser par 4 si c'est nécessaire. Mais diviser par deux le budget de l'État et
en particulier réduire le budget de la défense, parce que c'est de ce côté-là où ça... de toute façon, en particulier. Je crois qu'ils comptent le réduire en divisant la valeur du dinar dans 3 ans par 3. Ah ben justement, j'arrivais à ça. J'arrivais à cela. Est-ce que c'est pas, finalement, on n'est pas en train de préparer une dévaluation spectaculaire en 2019? Parce que pour rattraper tout ce retard-là, je pense qu'il n'y a que la dévaluation qui peut... L'ajustement de 94, ça a commencé par ça. La dévaluation est un acte formel. Elle est liée à un programme. On ne dévalue pas comme ça parce que... Pour dévaluer. Il faut redresser les flux. Il faut avoir un programme dit d'austérité, ou en tous les cas, moi je dirais, de choix, de choix extrêmement précis des allocations des ressources rares. On a des ressources rares, on va les distribuer d'une manière parcimonieuse, et la dévaluation va concourir. On ne règle pas des problèmes économiques par des solutions monétaires. Mais c'est toujours la même chose. On revient au problème de la planche à billets. Quand on va régler le problème en imprimant du dinar, ou alors on va régler le problème en dévaluant. Ça ne règle rien si ce n'est pas adossé à une politique économique globale et surtout acceptée et acceptable. Qui va accepter aujourd'hui de perdre du pouvoir d'achat ? Mais ça, les retraités vont accepter de perdre du pouvoir d'achat. Voilà, ouais, c'est gérable parce que moi, je n'en avais pas, ça fait longtemps, de la fameuse dévaluation qu'il fallait la faire de toute façon d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas avoir des salaires. Si on dévalue, par exemple, le dinar à 250 dinars le dollar, on ne va pas s'amuser à avoir des salaires à $50 et des salaires à $5 000. Voilà. Donc, les salaires les plus bas, ils montent à 200. Ceux qui sont à 250, ils montent à 300. Mais au-delà de 500, tout le monde se tient tranquille. Il n'y aura pas plus de 1000. Il est à 200. Ailleurs, dans les pays hyper puissants, les fourchettes de revenus, elles sont de coefficient de 10. Nous ne sommes pas un pays puissant, on pourrait limiter le coefficient Hadak à une fourchette de 8. Mais ici, nous avons des fourchettes de 55. C'est Mohamed entre le plus haut salaire de certains postes et le plus bas salaire. T'es qui dévalue, il y a des 50 millions de tous les 50 Pas dans la fonction publique. Pas dans la fonction publique. Dans la fonction publique, le cadre supérieur de l'État, c'est une calamité. Bien sûr. On s'en fiche du secteur économique. S'il a des valeurs ajoutées ou des plus-values qui lui permettent... Non, fonction publique, fonctionnaire. Je m'en fiche, Fonctionnaire. Fonctionnaire. Avec des salaires de 6 millions, avec des indemnités de représentation de 40 millions. Oui. عندك دي ديريكتور سونترو تاع 35 عندك des frais de mission, عندك je ne parle pas de ça là, il faut regarder le revenu global. Vous êtes logé, vous êtes ceci, vous avez... C'est tout ça le revenu, ce n'est pas le salaire que vous recevez. Les 4500 milliards de dinars de budget de fonctionnement, où ils يروحوا القرو فيهم. Il y a plus de 2800 qui vont justement dans les charges en tout genre, de prise en charge du fonctionnaire. Mais qui trouvent les fourchettes de salaire, je voudrais que le plus bas salaire en Algérie soit de $200. Mais le plus haut salaire, il ne dépassera jamais les 1200. J'ajoute. Avec une dévaluation, on pourrait dégager assez de masse monétaire pour rééquilibrer les revenus du bas, pour avoir quand même une main-d'œuvre qui m'a voulu stimuler. Et sans compter que quand on enlève les capacités, les surplus qui permettent aux autres castes de dépenser en importation, de casser le moral du voisinage avec le bling-bling avec le nouveau riche. Parce que maintenant, ça, je fais les années 70, les Algériens ne vivaient pas mieux que maintenant. Mais il y avait tellement moins de disparités. Il n'y avait pas de frustration sociale. Il n'y avait pas de 4x4 dans toutes les... Mais aujourd'hui, on a donné à une caste de quoi s'affirmer, pas de s'affirmer, s'afficher plus ou moins de manière bruyante et indécente. Et de l'autre côté, on demande aux autres de baisser encore, de baisser jusqu'à atteindre le Burundi. Ça ne tient pas la route. Il se porte mieux qu'avant. Maintenant, oui, très bien. Donc, on a peut-être très bien compris les arbitrages de 2019. Et c'est une année, il y aura un projet de loi de finances très probablement complémentaire. Plat. Et les choses, entre guillemets, sérieuses... Au mois de juin 2019, il y aura une loi de finances complémentaire. Ça ne nous empêchera pas, messieurs, je vous le promets, de revenir quand même à la charge pour la loi de finances lorsqu'elle apparaîtra, le projet de loi de finances, parce que je m'attends à ce qu'il y ait quand même certains coups fourrés, dirait Farhat Aitali, dans cette loi de finances. Je ne serais pas étonné. Voilà, on est d'accord. Si l'auteur est toujours le même, d'ici là. J'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à... Mais s'il est toujours là, les coups fourrés, moi je m'y rien à voir, quelques-uns.
Très bien, alors on va finir en 10-15 minutes rapidement sur quand même le 10e anniversaire de la crise financière mondiale qui est née aux États-Unis avec la crise des subprimes. Enfin, Les ça subprimes, un anniversaire. anniversaire si on le célèbre, c'est 10 ans. La commémoration, entre guillemets, donc la crise des subprimes. En 2 mots pour les amis auditeurs, la crise des subprimes, c'est le système financier mondial américain qui s'est mis à prêter de plus en plus à des catégories de ménages qui n'étaient pas en mesure de rembourser pour pouvoir maintenir le flux des prêts et donc faire aux banques du chiffre. La production des banques, c'est beaucoup le crédit, hein, quand on se le rappelle. D'autres produisent d'autres choses. Les banques produisent des placements et des crédits. Et donc, il est arrivé ce qui est arrivé et ces ménages qui n'avaient pas les moyens d'acheter des maisons sont rentrés dans un cycle d'impayés qui a fini par emporter les banques qui étaient les plus engagées dans ce business. Lesquelles banques les plus engagées dans ce business ont entraîné dans leur chute tout le système financier quasiment, avec la chute de la 4e banque d'affaires du monde, Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. C'était le début c'était le moment fort, le plus dramatique de la crise financière qui ensuite s'est répandue dans le monde à travers la chute des places financières et à travers la crise des obligations, donc une crise souveraine. En Europe, on a les cas de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande qui ont failli déposer bilan de guillemets parce qu'ils n'arrivaient plus à financer leur économie, leurs titres, leurs obligations émises étant devenues du mauvais papier. Ma question, messieurs, très rapide aujourd'hui, avant d'en arriver à l'Algérie, parce qu'on va quand même parler de l'Algérie, est-ce que vous avez le sentiment que 10 ans après, le monde s'est prémuni de ce type de crise? Pas du tout. Il a même préparé les conditions du prochain plongeon. Parce que Lehman Brothers, ce n'était pas la cause de la chute. Ce n'était pas le premier domino qui a fait tomber les autres. C'était plutôt le symptôme visible d'une combine qui ressemblait à une véritable suite de Ponzi, qui le ressemble d'ailleurs jusqu'à présent, et qui doit attirer toujours une base toujours plus large que son pic. Donc, quand elle arrive aux limites de la base, elle n'arrive pas à l'élargir, évidemment, ça tombe à partir de la pointe. Et le système financier mondial est construit sur cette logique. Maintenant, même les économistes qui parlent de PIB, qui ont déifié la croissance du PIB. C'est quoi le PIB, en fin de compte? On peut l'enjoliver, on peut le préfabriquer avec de fausses données. Pas de faux chiffres, de vrais chiffres, mais qui ne correspondent à aucune création réelle de richesse. Pour illustrer, est-ce que finalement la suite de Ponzi est donc une bulle qui serait en train à nouveau d'enfler? Ce ne serait pas illustré par cette performance de Wall Street qui a bouclé le 22 août dernier 3450 jours, 34 550 jours depuis mars 2009 de croissance ininterrompue des actifs. C'est-à-dire qu'on a fait la plus longue période de croissance des actifs. Le marché action n'a pas cessé d'augmenter. La croissance de l'économie réelle n'est pas du tout au même niveau. Mais Il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui cloche. Vous parlez des actifs réels. Moi, ce n'est pas ce qui me fait peur. Qu'est-ce que c'est qu'une banque? Elle a 3 métiers. Mobilisation de l'épargne, octroi de crédit et conseil. Mais on a ajouté un quatrième, pardon. C'est le terme spéculation n'est pas exact parce que spéculation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui spécule. Mais en fait, la spéculation au sens noble, c'est-à-dire vous avez fait des études, etc., et vous considérez que la production de café au Brésil va être impactée par le gel, et donc les prix vont augmenter parce que la production sera mauvaise. Et vous faites une anticipation et vous dites, je vais prendre des options sur l'achat de café. Ça, c'est de la spéculation noble. Or là, c'est de l'anticipation. Et quelqu'un qui anticipe, un pays qui n'anticipe pas est un pays qui va être colonisé. L'Algérie, si elle continue comme ça, à ne pas avoir de capacité d'anticipation, elle va retourner à un nouveau colonialisme. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ferme la parenthèse. Donc, lorsque vous parlez des actifs réels, moi, ça ne me fait pas peur. Par contre, à partir du moment où vous dématérialisez, à partir du moment où vous commencez à vendre des produits qu'on appelle toxiques. Pourquoi toxiques? Parce que construits sur rien du tout. Et en plus, vous déréglementez. Vous voulez mettre un produit sur le marché financier? Je vais regarder, il y a une autorité
quel que soit, vous la désignez, regardez avant de le mettre sur le marché, regardez si ce produit tient la route. Or, la déréglementation, non. À partir du moment où je mets un produit sur le marché, il y a une offre, une demande, l'État ne rentre pas dans ce... Elle n'a pas à s'immiscer dans le marché. Et donc, l'école libérale, ce qu'on appelle les Chicago Boys, a imposé cette déréglementation. Et à partir de ce moment-là, vous avez des produits toxiques, c'est-à-dire des produits construits sur rien du tout. Et le résultat... Mais voilà, les fameux produits toxiques, les gens qui les ont achetés, ce n'est pas des gougous. Bien sûr. C'est des banquiers entre eux. Oui. Pourquoi ils les ont achetés en sachant qu'ils sont toxiques? Parce qu'ils savent à qui les revendre aussi. Parce qu'ils Non, s'attendaient non. à les fourguer avec une plus-value Voilà. à un autre gougou. C'est Un autre gogo. absolument. Et j'ajouterai aussi, le système des assurances. Vous avez deux grosses... D'ailleurs, Le plus grand sauvetage de l'histoire à ce moment-là, c'est raconté par Bernard Kay, l'ancien gouverneur de la banque, l'ancien président de la Fed, c'est AIG, c'est le numéro 1 mondial de l'assurance, qui aurait dû s'effondrer en même temps que les Lehman Brothers. Lui, on a choisi de le sauver. Acteur système. Acteur système. À partir du moment où le banquier n'a plus la contrainte du risque, il a fourgue à l'assureur. Il vend ses produits, il s'en fout. Il est assuré. J'ai donné le risque bancaire. Le risque bancaire, c'est-à-dire le risque d'impayé. Bien sûr, c'est le sinistre. On appelle ça la sinistrabilité. Oui. Je l'ai assuré. Alors, question, messieurs. L'Algérie est protégée des produits toxiques, puisque l'Algérie n'est pas rentrée réellement dans la mondialisation financière. Et il y a plusieurs chefs de gouvernement, plusieurs premiers ministres qui s'en sont félicités, s'en sont rendus compte qu'ils se couvraient un peu de ridicule en insistant autant sur la marginalisation de l'Algérie par rapport au reste du monde. Donc, pas de produits toxiques proposés aux entreprises, à la place financière, etc. Alger. Par contre, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est 10 ans après les Lehman Brothers, nous, on a notre problématique. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité, est-ce qu'il y a un risque typique du système bancaire en Algérie? Est-ce que nos banques sont solides? Vous allez à la Banque centrale. Vous savez que la loi 90-10 avait obligé dans un article, je ne sais pas la loi monnaie et crédit. Monnaie et crédit, à faire une centrale de risque. Qu'est-ce que c'est une centrale de risque? Toutes les banques commerciales inscrites sont obligées, par la loi, à faire un rapport à la Banque centrale pour savoir, au niveau des crédits octroyés, dans quelle classification ils sont. C'est-à-dire des crédits douteux, des crédits plus ou moins GDA, etc. Donc il y a une classification, et la Banque centrale, fort de cette classification, fort de ces données statistiques, va commencer à prendre des décisions au sens, on va augmenter, on va ceci, on va cela, c'est-à-dire, en fait, elle va tenter de diminuer le risque. Cette institution n'existe toujours pas, 90-10. Donc, la loi 1990. Nous sommes en 2018. Cette institution n'existe pas. Alors, elle n'existe pas. Alors, quand même, une question, est-ce que le risque le plus grand... On a créé le fonds de garantie des dépôts bancaires suite à l'affaire Khalifa. L'affaire Khalifa, il faudra qu'on lui fasse un jour une émission de 5 heures. Exactement. Le jour de la libération de Moumen qu'on invitera ici. On l'invitera ici pour raconter son histoire. Il y a à dire et à redire Khalifa. On a compté en 98 quand elle a commencé à décoller. Je connaissais le personnage. Je me doutais que... C'était pas lui. Je me doutais que ça ne tenait pas la route. Mais sa suite de Ponzi avait une finalité qui n'était pas aussi crapuleuse que le prétendent certains oiseaux après. Et je me doute que la liquidation a été encore plus crapuleuse que l'affaire elle-même. Oui. On aura le temps d'en parler. Donc, le risque, est-ce que le risque... Mourad a choisi... Gouméli a choisi de parler en priorité de la centrale à risque. Est-ce que c'est de là que vient le plus grand danger? Ma question. Est-ce que c'est de là que vient le plus grand danger? Est-ce que les mauvais payeurs sont octroyés les crédits? Quel est le mécanisme d'octroi de crédit? Le banquier, lorsqu'il reçoit une demande de crédit, il y a une commission. Il y a une commission au niveau régional, au niveau national, etc. Ça dépend des tranches de crédit. Et donc, il y a ce qu'on appelle un calcul de risque. On fait un calcul universel, connu, reconnu, etc. Dans le Mohamed Adaya, on calcule son taux de remboursabilité. En général, c'est 30%. Considère, c'est statistique, ce n'est pas une loi. On ne te donne pas plus en fonction de tes revenus. Tu as un revenu de 100,
eh bien, on considère que tu peux tes capacités d'endettement. Non, c'est pour les crédits à la consommation. Voilà. On On parle des ménages, on parle de tous les engagements. D'abord, ça correspond à quelle part? Premièrement, c'est quelle part? Ça ne vous intéresse pas, les Non, ménages? on va essayer d'évaluer les ménages dans le total des engagements bancaires. C'est 4%. Combien? 4%. Avec l'immobilier? Avec tout. 4%. Avec l'immobilier? Il y a 470 milliards de dinars de créances sur les ménages. Sur 11 000. Sur 11 000 milliards. Sur les 11 000 milliards, on est qu'il y a donc le plus gros du risque ne vient pas de là. Le gros du risque, pratiquement, le public et le privé se partagent les encours à 50-50. Seulement, le problème, c'est quand on parle du public, le secteur public, il y a 50% des encours, il tourne à peu près à 5 000 milliards de dinars. Mais les 5 000 milliards de dinars, normalement, ils ne devraient pas exister parce qu'il s'est fait éponger ses dettes à plus de 8 000 milliards de dinars depuis les années 80. Restructuration. Donc, on a 80 milliards de dollars et ben, je te parle aux mêmes encours que le secteur privé qui emploie quand même 50 fois plus. Vous êtes malfaux. Pas 50 fois plus. On est 50 fois plus, oui. Que le secteur public. Oui, que le secteur public. On parle de secteur économique, secteur économique. Oui, secteur public économique qui n'existe pas, c'est une blague de mauvais goût. Les bagarres réunis, sans la traque inclus, ils ne font pas 400 000 emplois. On est bien goulard. Wallah, mais dire 50 000 emplois. Et tous subventionnés. Non, mais déjà 400 000 emplois. 400 000 emplois. Wallah, mais dire. عندك واحد هذوك صون الغاز وصون التراك سي لي غرو هذوك واحد 2 ريبريزونت 60% d'emploi. الحجار سي 5000 Algérie Télécom. رويبه 1980 الاخرين Algérie Poste. Algérie Poste n'est pas un secteur. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle parce que finalement il n'y a pas tant d'emplois dans ce secteur. Oui, mais finalement les 400 000 emplois du secteur public marchand permettent de transférer du trésor public toutes les pertes engendrées par tous les bras cassés et prédateurs qui sont cachés dedans au nom de 400 000 emplois et permettent aussi de couler 4 millions d'emplois vers le privé. En présentant les privés comme des prédateurs, bien que certains soient de la prédation primitive à mais bon, mais ils les présentent tous comme des prédateurs, ils coulent le coup. Et donc les refinancements, les assainissements des banques, c'est uniquement à cause de ces ces engagements avec le secteur. Parce que ça représente 50% de l'encours. Voilà, oui, mais les 50% de l'encours, qu'est-ce qui se passe? Certaines banques trouvent un intérêt à ne pas provisionner des créances plus que douteuses, des créances quasiment compromises, parce que ça génère des intérêts. Les intérêts, c'est des produits. Et ils savent bien qu'en bout de course, ils seront assainis. Voilà. Par qui? Par le Trésor. La bonification des taux d'intérêt. On revient au Trésor. C'est-à-dire, on revient aux impôts et taxes, les ressources de l'État. Et, je dirais même plus, les banques publiques aujourd'hui, elles présentent avec fierté leur bilan. Est-ce que vous avez lu le bilan des banques publiques? Ils présentent des milliards de bénéfices. Avec les plus il y a de bénéfices, moins il y a de remboursement. Des milliards de bénéfices. Le PNB. Non, des produits. Le produit. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est le produit. qu'entreprise. Non, les produits, c'est quoi? En tant qu'entreprise. Les produits pour la banque, les produits, c'est les agios, c'est les taux d'intérêt, etc. Les agios. Il dit des non-remboursements des entreprises publiques. Donc, le compteur est d'or. وعلاش داير عندهم ربي انا باغ اكزومبل واحد العام جي في عندها براتيكمون 140 مليار دينار دو bénéfices يا بن عمي دارت خير من بي Comment vous pouvez avoir des bénéfices sur des entreprises publiques déficitaires? avec 1 milliard de dollars. Une seconde, Martin. Avec 1 milliard de dollars de juste pour finir. On a dû la recapitaliser. شي عجيب واحد يقول لي عندي 140 milliards de dollars de produits de bénéfices nets, de résultats nets. Et il a besoin d'être capitalisé. Elle a été recapitalisée pour 40 milliards de dinars. C'est quand même curieux. Ça n'existait pas en trésorerie. هذوك جماعة ماركي في الحيط هذوك يزيد لهم 8,5%. Alors, est-ce que toutes les banques publiques, parce qu'on va dire un mot sur les banques privées, est-ce que toutes les banques publiques fonctionnent comme ça? Je voudrais dire un mot. D'abord, pourquoi il y a autant de banques publiques? Moi, j'ai demandé, lorsqu'il y avait Fatiha, ministre de la réforme bancaire, elle m'avait pris à son verre, moi je ne comprends pas pourquoi on a 5 banques publiques. À l'époque, on devait privatiser le CPR. 2007. Moi, j'étais contre la privatisation, je ne sais pas. J'ai ouvert la privatisation. Les banques publiques. Le terrain de privatisation est ouvert. Créez votre propre banque. Pourquoi vous voulez prendre... Pourquoi il y a autant de banques publiques? Malheureusement ou heureusement, j'ai été à la casse des banques publiques en 81 avec la restructuration organique. On a sorti artificiellement
La BDL2. La BDL, la Badr, et je sais pas quoi, etc., où on a pris des banques et on leur a enlevé du patrimoine. Spécialisation. Spécialisation, تاع إبراهيم العصان قال أنا قلت لهم alors il faut faire la banque du lait, la banque تاع القهوة قال لي خرج عليا قال لي برا. Pour vous dire. Donc je lui ai dit on récupère. On a besoin de deux banques publiques. Alors, aux États-Unis. Pardon. C'est important parce que ça, c'est l'histoire. La première banque publique, il faut la mutualiser pour prendre en charge le secteur agricole. C'est pas pour rien que la France coloniale a construit l'ensemble du financement de l'agriculture en Algérie à travers un système de mutualisation. Voilà, ça c'est de l'architecture. Ma question, c'est... Mais c'est l'architecture fondamentale. Le risque. Tu peux faire toutes les banques différemment, deux banques. Mais si on continue à répondre aux coups de fil et à donner des crédits à des entreprises publiques qui sont insolvables... le problème n'est pas réglé. Le problème, il est là. C'est pas l'architecture. C'est pas l'architecture. Alors attendez. Concrètement, au plan comptable, il existe une seule banque publique en Algérie. C'est la BEA. C'est la BEA. C'est la Banque d'Algérie. Oui. Tout le reste, c'est des guichets sectoriels. La même banque, la dite entité elle-même et la représentation en dinars de ce qui nous rentre en dollars. Est-ce que les banques privées, monsieur, est-ce que vous détectez chez les banques privées la façon dont ça gouverne? On peut rappeler au passage d'ailleurs. Banque publique, pas privée. Il n'y a pas de banque privée. Non, je parle des banques privées maintenant. Des banques privées étrangères. Il n'y a que des banques privées étrangères au capital étranger, mais même si elles sont algériennes. Elles ne sont pas là pour financer l'économie. Est-ce qu'elles pourraient servir de modèle de management avec un risque? Là, non. S'il y avait des banques privées algériennes, si on n'avait pas détruit la dynamique des banques privées algériennes, les banques étrangères qui sont revenues ici, qui nous trouvent en concurrence avec le public pour générer quelque chose qui ressemble à une banque. Mais aujourd'hui... Un peu ce qui se passe dans l'assurance, peut-être? Non, les assurances, c'est un autre dossier. Parce que si jamais toutes les primes devaient être exigibles, il n'y a plus d'assurance. Même ministère des Finances, parce que le montant, il est effarant. Encore un problème de provision. Oui, justement. Encore un problème de provision qu'on ne fait pas dans les bilans comptables. Et c'est les boîtes publiques qui ont commencé à la martingale. C'est les grosses boîtes d'assurance publique. C'est pas les privés, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'enjoliver. Par contre, les fameux privés, les orientaux et les occidentaux, ils sont venus à l'origine, certains pour accompagner les entreprises à l'export. Tout ça, c'est le commerce extérieur. Ils sont impliqués un peu. Après, ils sont impliqués un peu dans des produits locaux, mais vraiment minimes. Donc c'est une autre paire de manches. Ils sont vraiment en train de nager dans des eaux extrêmement troubles. D'autres banques. Tu as besoin de cet élan. Enfin, il faut être sérieux. C'est une blague mauvais goût. Le crédit à la consommation en Algérie, dans les banques françaises. Quand je l'avais dit dans une autre émission, que quand on voit un texte de loi ou un règlement qui n'a aucune logique économique, qui n'a strictement aucune finalité compréhensible, ça veut dire que derrière, la finalité, elle n'est pas aussi orthodoxe qu'on le prétend. Alors messieurs, on va finir. Si je vous ai bien compris, le risque bancaire en Algérie, c'est un risque en fait budgétaire. Le jour où le budget n'aura plus les possibilités de renflouer les banques publiques avec leurs mauvaises créances engagées, on pourrait avoir peur pour une de ces banques. C'est le risque Algérie. Non, disparaîtra avant nous. Je voudrais poser une question avant de partir. Qu'on m'explique comment des banques sont florissantes avec des entreprises déficitaires. C'est déjà mieux. Je suis terre à terre. Comment une banque peut être florissante avec des bénéfices extraordinaires alors qu'elle a dans son portefeuille des entreprises déficitaires? Est-ce qu'on connaît vraiment son portefeuille? Est-ce que peut-être qu'elles ont de beaux fleurons, ces entreprises qu'on ne connaît pas? Il faudrait les montrer, les fleurons. Merci beaucoup, mes amis. Rendez-vous dans 15 jours dans le Café des Experts Éco. Merci beaucoup. Vous avez fait une excellente rentrée. Atakoum Saha. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.